Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EuroQuestions, la série court de webinaires de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Verger, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Donc en 2019, la participation des citoyens aux élections européennes avait augmenté de plus de 7% par rapport à 2014, 13% pour les jeunes de moins de 25 ans. La thématique de l'environnement a été très présente lors de la campagne en 2019. Qu'en est-il en 2024? Et quel niveau de participation pouvons-nous attendre cette année? Quelles sont les priorités des électeurs européens avant de faire leur choix aux urnes le 9 juin? Est-ce que le contexte international de la guerre en Ukraine, la guerre en Israël-Palestine, les tensions en Iran et la rivalité sino-américaine sont des thématiques importantes pour les électeurs lors de leur choix? Quid de la thématique de la migration et du pouvoir d'achat qui sont très présentes en France, mais qu'en est-il dans le reste de l'Europe? Et quelles conséquences la montée des prévisibles des partis politiques et d'extrême droite sur les rapports de force en Europe et pour les institutions européennes? Avant de passer la parole à notre invité, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Christine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Lara de me donner cette opportunité de faire un point sur où nous en sommes à 10 jours environ des élections européennes qui se dérouleront, comme vous le savez, du 6 au 9 juin dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, le 9 juin en France. Et je voudrais faire d'abord quelques rappels de base sur un plan européen, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une élection en France. Premièrement, ce sont bien des élections européennes visant à élire des députés européens dans un Parlement européen qui a du pouvoir. Nous l'avons souvent dit déjà dans ce cadre ici. Je rappelle les trois pouvoirs essentiels du Parlement européen. Un pouvoir législatif, puisqu'il codécide avec le Conseil des ministres sur l'essentiel des priorités législatives de l'Union. Deuxièmement, un pouvoir budgétaire, puisqu'il codécide avec le Conseil sur le budget annuel de l'Union. Et enfin, un pouvoir de contrôle, qui est très important, puisque notamment, c'est le Parlement européen qui élit le ou la présidente de la Commission ainsi que le collège des commissaires. Ceci étant dit, rappelons également que c'est un scrutin proportionnel à un tour, ce qui est habituel pour tous les pays de l'Union européenne, sauf pour la France. Ce qui veut dire qu'il est impossible qu'un seul parti ait la majorité. D'où le fonctionnement du Parlement européen à travers des coalitions, des alliances. Troisième point, il y a des spécificités propres à chaque pays. Par exemple, sur le seuil, pour être représenté, le seuil est de 5% dans 9 États membres, dont la France, 4% dans 3 États membres, 3% en Grèce, 1,8% à Chypre, et il n'y a pas de seuil dans 13 États membres. Quatrièmement, il y a un élément nouveau en 2024 par rapport à 2019, c'est qu'en 2019, seule l'Autriche avait un droit de vote dès l'âge de 16 ans. En 2024, trois pays ont abaissé le droit de vote à 16 ans, l'Allemagne, la Belgique et Malte. La Grèce, le droit de vote a été abaissé à 17 ans. Et je vous rappelle que le vote est obligatoire dans 5 pays. Depuis des années, le Parlement européen met sur la table des propositions pour essayer de faire adopter une loi électorale uniforme pour unifier tous ces aspects, mais malheureusement, pour le moment, on n'a toujours pas atteint l'unanimité au Conseil pour ce faire, de même qu'il n'y a pas encore d'accord au Conseil sur les fameuses listes transnationales. Alors, ayant fait ces rappels, je me dois de souligner que dans la réalité, bien que ce fussent des élections européennes, nous avons affaire à 27 élections nationales, ce qui influe bien sûr considérablement sur la participation, sur les thématiques de campagne, sur les conséquences à tirer de ces élections en termes de rapport de force, ce qui veut dire que la représentation au Parlement européen va être la projection des situations politiques nationales. Prenons le cas de la France. Ce qui va se passer en France n'est pas nécessairement représentatif des rapports de force politiques qui vont être au Parlement européen en place. Par exemple, les deux partis traditionnels en France de gouvernement que sont le Parti socialiste et les Républicains vont très probablement obtenir en France des résultats relativement bas par rapport à des situations antérieures, ce qui n'est pas une projection significative au plan européen, puisque les deux familles politiques auxquelles ils appartiennent, le PPE et le PSE, vont sans doute rester les deux principales familles politiques au Parlement européen. Alors, comment donc, au-delà de ces rappels de base, comment se présente
ces élections de 2024. J'aborderai 3 sujets, les thèmes, la participation et les conséquences possibles en termes de rapport de force politique au Parlement européen. Concernant les thèmes, la situation évidemment a beaucoup changé depuis 2019. En 2019, souvenez-vous, nous avions le Brexit et toutes ses conséquences, une attention, comme tu l'as dit, très forte portée aux questions de l'environnement, souvenez-vous des marches pour le climat, etc. Depuis, le Brexit est devenu effectif et surtout nous avons eu une succession de crises, la crise Covid, la guerre en Ukraine, etc., ce qui change totalement la donne en 2024 par rapport à 2019. En 2019, pour les élections européennes prises dans leur ensemble, c'est-à-dire sur la totalité des pays membres de l'Union, les 4 premières priorités, c'était dans l'ordre l'économie, le fonctionnement de l'Union européenne, l'environnement et l'immigration. Pour les électeurs français, c'était d'abord l'immigration, puis l'environnement en numéro 2. En 2024, pour les électeurs européens pris dans leur ensemble, les 4 premières priorités sont la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puis la santé publique, puis l'environnement, puis l'emploi. Et au niveau européen, la question de l'immigration ne vient qu'en 9e position. En France, pour 2024, les 4 premières priorités sont le pouvoir d'achat, la hausse des prix, la sécurité, puis l'immigration. L'environnement arrive en 5e position alors qu'il était en 2e position en 2019. Et on pourrait analyser la situation dans chacun des pays et on verrait toutes les différences en fonction évidemment des contextes nationaux, des échéances électorales plus ou moins proches ou lointaines, en fonction du charisme plus ou moins important des leaders politiques nationaux, etc., etc. Il est clair, par exemple, que la guerre en Ukraine et ses conséquences rend la situation dans les pays d'Europe centrale et orientale tout à fait spécifique de ce point de vue-là, avec une sensibilité accrue dans les pays à ces thématiques. Sachant en plus, comme on vient de le voir, qu'un certain nombre de priorités qui sont exprimées dans tel ou tel pays correspondent parfois très peu à une compétence européenne stricto sensu. Et donc, ce phénomène de nationalisation du scrutin ne favorise pas le débat sur les questions proprement européennes. Même si le dernier Eurobaromètre qui a été publié le 17 avril révèle un net regain d'attention pour les élections européennes par rapport à 2019. Intérêt qui s'explique et s'est démontré dans l'Eurobaromètre principalement par le contexte géopolitique. C'est une tendance qui est observée dans l'ensemble des États membres, par exemple de façon très forte dans des pays comme la Croatie, plus 24%, en République tchèque, plus 22%, plus 20% en Finlande. Et on voit bien pourquoi dans ces pays. Donc, une tendance dans tous les pays européens, regain d'intérêt très fort, sauf en France, où l'intérêt pour les élections européennes en 2024 est stable par rapport à 2019. J'ajoute que selon une enquête qui vient d'être publiée par la Fondapol, dans les 27 pays de l'Union européenne, quelques enseignements intéressants peuvent être tirés quant à l'état d'esprit des Européens. 1. Le Brexit, la plupart des interrogés considèrent que c'est un échec. 2. Une majorité d'électeurs européens indiquent leur attachement, toutes tendances confondues, à l'Europe et à ses institutions. Et c'est clairement l'invasion de l'Ukraine qui est le plus directement à l'origine de cette évolution des sentiments européens. Et troisièmement, c'est plutôt la confiance envers les gouvernements nationaux qui s'effrite et la popularité des institutions européennes qui augmente. Et tout ceci dans l'enquête en question est évidemment documenté et expliqué. Alors, est-ce que tout ça va avoir une incidence sur la participation? C'est mon deuxième point. Selon toujours l'Eurobaromètre du 17 avril, 71% des interrogés déclarent qu'ils se rendront aux urnes. 10 points de plus qu'en 2019. Sauf en Bulgarie,
Mais en Bulgarie, je crois que les électeurs se sont un peu lassés des scrutins à répétition qui ont été organisés ces dernières années. Mais je crois qu'ils votent aussi le 9 juin d'ailleurs. Voilà. Mais attention, la participation effective est toujours plus faible que les déclarations d'intention. En 2019, par exemple, à la même époque, 61% des interrogés avaient l'intention de voter, et au final, ce sont 50,66% des électeurs qui ont finalement voté, 50,1% en France, ce qui était déjà un score plus élevé que lors de toutes les élections précédentes depuis 1994, date à partir de laquelle la participation avait sans cesse décliné. Concernant les jeunes, à noter que dans le dernier Eurobaromètre publié le 13 mai, 64% des jeunes européens déclarent avoir l'intention d'aller voter. Et donc, il est à espérer que la participation en 2024 sera plus forte encore qu'en 2019, en fonction notamment du contexte géopolitique, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle pour la démocratie européenne et pour la légitimité du Parlement européen. Troisième et dernier point, ou avant-dernier point, quel rapport de force politique dans le futur Parlement européen? Vous savez que depuis 2019, une très grande partie des textes législatifs à l'ordre du jour du Parlement européen sont votés par ce qu'on appelle une grande coalition, dite, pour simplifier les choses, pro-européenne, qui est constituée des trois groupes, le PPE, le centre-droit, les socialistes et sociaux-démocrates, disons le centre-gauche, et Renew, le centre. Rares ont été les cas où d'autres majorités se sont mises en place, et je vous fais référence à une note qui a été récemment publiée par l'Institut Jacques Delors sur ce sujet et qui étudie notamment les votes entre le PPE et le groupe ECR lors de la précédente législature. Alors, selon les projections actuelles, il faut toujours prendre avec des pincettes, cette coalition pro-européenne devrait garder la majorité. On estime que cette majorité pourrait être d'environ 400 députés sur 720, avec une stabilité pour le PPE et une certaine diminution pour les socialistes et Renew. Est-ce que cette majorité aura pour réflexe de renforcer encore son alliance précisément parce qu'elle est réduite, sachant qu'il peut y avoir des divisions internes à ces groupes et donc certaines pertes en ligne, ou certains groupes de cette majorité, notamment le PPE, voudront-ils, en tout cas sur certains sujets, on pense notamment aux questions d'environnement, chercher plus souvent des alliés à leur droite, notamment du côté du groupe ECR, où se trouvent en particulier les amis de Madame Meloni, car les projections indiquent une hausse sensible des députés des deux groupes qui se situent à la droite du PPE, le groupe ECR, European Conservatives and Reformists, je préfère le dire en anglais parce qu'en français, creux, c'est pas très chic, et le groupe ID, le groupe Identité Démocratie, où se trouve notamment le Rassemblement National, la Lega de M. Salvini, et vous aurez noté que le parti AfD allemand vient d'être exclu du groupe Identité Démocratie. Je terminerai par quelques turbulences prévisibles dans les temps qui viennent. Premièrement, l'exclusion dont je viens de dire un mot de l'AfD du groupe Identité Démocratie, ce qui constitue certainement une habileté électorale de la part du Rassemblement national, mais aura comme conséquence immédiate d'affaiblir le groupe Identité Démocratie, puisqu'on prévoit actuellement environ 17 députés de l'AfD qui seraient élus. Deuxième turbulence, les appels du pied de Madame Le Pen à Madame Meloni pour former une seule entité, droite radicale, extrême droite, qui serait, si elle était unie, qui pourrait, si elle était unie, damer le pion aux socialistes et au groupe Renew. Je ne crois personnellement pas à cette hypothèse, mais après le 9 juin, il y aura certainement des tentatives en ce sens, dont on a déjà quelques prémices dans les déclarations des uns et des autres. Troisième turbulence au sein du groupe Renew, qui comporte en réalité trois composantes.
Et vous aurez remarqué aussi, notamment dans la campagne électorale française, que la présidente du groupe Renew, qui est la tête de liste du groupe Renaissance et Amis en France, se sont déclarés extrêmement choqués de l'accord qui a été conclu aux Pays-Bas entre le Parti libéral de l'ancien président M. Rutte avec l'extrême droite. Et donc, des décisions seront à prendre après les élections quant à l'organisation interne du groupe Renew. Et enfin, la quatrième et dernière turbulence, c'est celle de la question de savoir si Madame van der Leyen, actuellement présidente de la Commission européenne et candidate à sa réélection, va obtenir la majorité du Parlement européen pour sa reconduction. Et elle espère certainement compter sur la majorité des trois principales familles politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais cette majorité sera-t-elle suffisante? Je rappelle qu'en 2019, elle n'avait eu que 9 voix d'avance. C'est la raison pour laquelle elle semble chercher les voix d'une partie du groupe ECR, mais les socialistes en particulier, mais aussi un certain nombre de membres du groupe Renew ont indiqué qu'ils ne voteraient pas pour elle si elle s'alliait avec ECR ou une partie d'ECR. Donc quelques turbulences à venir et donc probablement un Parlement qui sera certainement plus à droite, mais qui sera surtout plus imprévisible et plus complexe à gérer pour les autres institutions. Merci. Merci beaucoup Christine pour ta présentation et j'en profite pour vous signaler que les deux infographies que Christine a préparées sur le Parlement européen et le mode d'emploi des élections européennes de 2024 sont disponibles sur le site de l'Institut Jacques Delors. Donc on a reçu plusieurs questions. Une première, peut-être un petit peu provocatrice, est-ce qu'on peut voir l'émergence de nouveaux groupes au Parlement européen après ces élections, notamment à droite ou à l'extrême droite du Parlement? Non, enfin, on peut imaginer, comme je viens de le dire, des recompositions internes à certains groupes. Mhm. Je viens de parler du groupe Renew, du groupe ID, du groupe ECR. On parle même de la création éventuelle d'un nouveau groupe à l'extrême gauche, parce qu'il y aura quelques nouveaux arrivants, par exemple ce nouveau parti en Allemagne qui est dirigé par Madame, qui a un nom compliqué, donc je l'ai oublié, qui est une scission de Die Linke. Ah. La femme en question, mais vous allez Oui, me je me retrouver rappelle rapidement le le nom, nom, est mais... l'épouse de Monsieur Lafontaine, et elle a créé un nouveau parti d'extrême gauche qui pourrait obtenir un certain nombre de députés au Parlement européen. Il y a des recompositions possibles à l'extrême gauche, on en parle, mais de toute façon, ça ne créerait pas une situation bouleversante pour les équilibres au sein du Parlement européen. Et une deuxième question, toujours sur les groupes politiques, est-ce que le groupe des Verts ne pourrait pas devenir un peu, pas un groupe pivot, mais enfin intégrer cette grande coalition dont tu parlais pour soutenir les législations environnementales en Oui, particulier? oui. Alors, concernant les Verts, les projections indiquent qu'ils sont en fort déclin. Donc, il est très probable que le groupe des Verts au niveau européen va perdre des sièges. Ça, c'est le premier point. Ils pourraient néanmoins, s'ils acceptaient de faire partie de la coalition des trois, venir en appui, notamment pour l'élection de Madame van der Leyen. Mais l'expérience des dernières années montre qu'en général, ils ne rejoignent pas la coalition. L'exemple de 2019, de ce point de vue-là, est probant. Même avant, il n'avait ni voté pour Madame van der Leyen en 2019, ni voté pour Monsieur Juncker lors de l'élection précédente, sans parler de Monsieur Barroso avant. Et d'autre part, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2019, les trois familles politiques, avec les Verts, avaient tenté un accord de coalition. Avant l'élection du président de la Commission, les négociations avaient été poussées assez loin. C'est d'ailleurs, en réalité, grâce à ces négociations ou à cause de ces négociations que le Green Deal est né. C'était une des conditions posées notamment par les socialistes et les Verts. Et les Verts, comme ça leur arrive souvent, se sont retirés de la négociation à la dernière minute. Et c'est souvent, n'y voyez pas une critique de ma part, mais c'est un fait, très souvent les Verts participent aux négociations,
mais à la fin se retirent de la négociation parce qu'ils considèrent que leurs principes fondamentaux ou leurs valeurs fondamentales n'ont pas été suffisamment prises en compte. Et donc, je pense que Madame van der Leyen, mais j'en ai pas parlé avec elle, considère que le groupe des Verts ne serait pas suffisamment fiable pour assurer la reconduite de son mandat, et c'est la raison pour laquelle elle lorgne du côté du groupe ECR, en tout cas d'une partie du groupe ECR. Merci Christine. On dit souvent que le traitement des élections européennes en France est trop national et pas assez axé sur les problématiques européennes. Est-ce que c'est uniquement le cas français ou est-ce que c'est symptomatique de chaque nation européenne? Non, ça se passe dans tous les pays comme ça. Alors à la fin, quand on approche de l'élection européenne elle-même et qu'on rentre en campagne, on aborde un peu plus les thèmes européens. Mais dans tous les pays, je me suis même informé pour connaître la situation dans les autres grands pays de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne. On parle très très peu de sujets proprement européens, ou alors si on en parle, c'est à l'occasion des problématiques nationales, comme par exemple dans les pays de l'Est, la guerre en Ukraine, les questions de la défense, la relation avec la Russie. Évidemment que ça a une dimension européenne, mais c'est surtout parce que ces pays-là sont sur le plan national directement concernés par le sujet. Mais dans chaque pays, il y a des problématiques nationales. Il peut y avoir dans certains cas des élections nationales qui ont lieu le même jour que les élections européennes. C'est par exemple le cas en Belgique, ou comme tu le disais, en En Bulgarie. Bulgarie ou dans d'autres pays. Vous avez parfois des situations où certains leaders politiques se trouvent dans des affaires ou dans des difficultés personnelles ou dans des scandales ou dans des commentaires politiques particuliers. Et donc, le plus souvent, dans la plupart des pays, ce sont des élections nationales où chacun va chercher à tirer les conséquences sur le plan national des résultats des élections. Et pour lutter contre justement cette tendance à nationaliser les débats, l'Institut Jacques Delors est toujours pour un nouveau format qu'on appelle des listes transnationales. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il faudrait comme Ben parcours non, pour y arriver? nous avons même publié des notes sur le sujet. Le concept de liste transnationale est lié à la volonté de tenter d'européaniser un peu le scrutin, de manière à faire élire des députés sur des listes qui ne seraient pas des listes nationales. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aurait donc une petite proportion, plus ou moins grande, de députés transnationaux, si je puis dire, pan-européens, qui ne seraient pas élus directement sur une liste nationale. Mais ce projet, qui peut-être verra le jour un jour, ne fait pas l'unanimité au Conseil parce qu'il y a toute une série de pays, et ça c'est lié à l'histoire de la construction européenne et à l'histoire même de l'Europe, qui considèrent qu'il n'y a aucune raison d'entraver, selon leur point de vue, la souveraineté politique, institutionnelle, électorale de leur propre pays. Et ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait une sorte d'électorat supranational qui ne soit pas directement lié aux affaires intérieures du pays. Donc à court terme, je suis relativement pessimiste parce qu'il y a suffisamment de pays qui s'y opposent. Il y a eu aussi un certain nombre de pays, même si des réponses leur ont été apportées, notamment de petite et moyenne taille, qui craignaient que ce soit à la fin toujours les grands pays qui soient avantagés dans le choix des députés élus dans ce cadre, notamment quant à l'obtention de postes importants, etc. Donc des propositions très très détaillées ont été faites pour essayer de répondre à cette remarque, mais il n'empêche qu'un certain nombre de pays, qui sont par ailleurs très pro-européens, comme le Portugal, s'opposent à la création de listes transnationales. Merci. Un auditeur nous dit, vous avez cité la lutte contre la pauvreté, la santé, l'environnement et l'emploi comme les priorités des Européens selon les sondages. Il est étonnant que les questions de sécurité et de défense et d'industrie de la défense n'arrivent pas en tête dans ces listes, alors que ces thématiques, bien que très régaliennes, montent en puissance dans l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Bah, bien sûr, elles montent en puissance, mais le fait est que la majorité des Européens, et notamment des Français, sont confrontés à des situations concrètes
euh, dont il considère qu'elles devraient être vues comme des priorités, y compris à l'échelle de l'Union européenne, sans réaliser qu'il ne s'agit pas toujours d'une compétence européenne. C'est toujours le même problème. Défense, guerre en Ukraine, etc. Ce sont des choses un peu abstraites pour beaucoup de nos concitoyens, alors que le pouvoir d'achat, la facture d'électricité, ce sont des sujets concrets qui leur importent dans leur vie quotidienne et très souvent, ils ne réalisent pas à quel point il y a une articulation entre la dimension européenne et la dimension nationale, même pour tenter d'approcher ces questions. Donc c'est toute la difficulté entre ce qu'on appelle chez les économistes le macro et le micro. On peut tenir des discours plus ou moins convaincants sur la nécessité d'avoir l'Europe pour défendre, pour répondre aux défis technologiques, numériques, pour réindustrialiser le continent, pour faire face aux continents externes, la Russie, les États-Unis, la Chine, etc. Tout ça justifie l'intérêt croissant d'ailleurs des Européens pour le niveau européen, mais pour beaucoup, c'est trop abstrait. Et la difficulté, je crois, pour les pro-européens, c'est d'essayer d'expliquer en quoi l'Europe les concerne. Moi, je dis parfois, pour ceux qui s'interrogent sur le fameux terme de l'Europe sociale, je leur dis parfois, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer en la matière. Sans l'Europe, il n'y aurait pas les restos du cœur. Mhm. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller pour expliquer que l'Europe a une valeur ajoutée, y compris sur des sujets qui les concernent au plus près, même s'il s'agit des catégories les plus défavorisées de la population. Et c'est d'ailleurs Jacques Delors qui, pendant sa présidence de la Commission européenne, avait mis en place ce financement qui, maintenant en Absolument, France, va au Resto du avec Cœur. Coluche. Et peut-être une dernière question sur la jeunesse. Quels sont les sujets qui motivent leur vote? Donc tu en as parlé pendant ta présentation, mais Mm. comment est-ce que tu pourrais, si tu étais face à un jeune, là, maintenant, tout de suite, essayer de le motiver à aller voter le 9 juin? Parce que c'est vrai que les taux de participation augmentent et l'intérêt augmente chez la Oui, jeunesse, mais à la fin, ils sont plutôt tendance à aller vers les extrêmes. Euh, et là, à ne pas aller voter le 9 juin, s'il y a une jolie météo, pourquoi oui, aller oui. à l'urne alors qu'on peut aller au soleil dans un parc ou à la Oui, mais ça, plage? c'est pas propre à l'Europe, hein. C'est une tendance générale de désaffection vis-à-vis du monde politique. Vous aurez noté peut-être que lors des dernières élections législatives en France, la participation, y compris des jeunes, avait été assez faible. Il est même probable que la participation aux élections européennes cette année sera plus forte que la participation aux élections législatives françaises. Et quant aux jeunes, toutes les enquêtes le montrent, leur centre d'intérêt euh, vont au-delà des votes. Beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de voter. Et pour ceux qui votent, je pense que contrairement à 2019 où la question de l'environnement avait joué un rôle essentiel et toutes les enquêtes le montrent, avaient justifié une hausse de la participation, notamment de la part des jeunes, je crois que cette fois-ci, le contexte géopolitique va jouer un rôle plus important que la dernière fois pour justifier sans doute une meilleure participation des jeunes. Merci beaucoup Christine pour cette analyse et merci à vous d'avoir suivi notre Euroquestion du jour. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 12 juin et nous aurons le plaisir d'accueillir Lukas Maček, chef du Centre Grande Europe consacré à l'élargissement. Il reviendra pour nous sur les résultats des élections européennes, mais vus des pays candidats à l'adhésion de l'Union européenne. Merci encore pour votre participation. Merci Christine. N'oubliez pas d'aller voter le 9 juin et à très bientôt.